je suis trop contente de vous retrouver. Ça faisait une éternité que j'avais pas filmé. En fait, j'ai fait une tentative avant cette vidéo, sauf que la qualité était horrible. Donc on se retrouve enfin avec le mois actuel. Comme vous pouvez voir par rapport à la vidéo précédente, entre-temps j'ai appris à me coiffer. Je suis super heureuse de revenir vous proposer des vidéos de façon plus régulière. Ça m'avait manqué de discuter avec vous et j'étais super contente de répondre aux commentaires de la vidéo précédente. D'ailleurs, je vous le dis de vive voix, bonne et heureuse année à tous. Je vous ai plus ou moins expliqué les raisons de ma disparition dans la vidéo précédente. Pour repréciser, ça n'allait pas du tout, que ce soit au travail, à l'école. J'étais vraiment pas bien sur tous les plans. Et j'arrivais même plus à lire et donc c'est un gros manque parce que la lecture, je trouve que ça aide à plein de choses et voilà, je vais peut-être pas revenir dans les détails parce qu'on va éviter de prendre je sais pas combien de minutes d'intro pour toutes les vidéos. Mais ce qui est sûr, c'est que parler avec vous est un réel plaisir, vous partagez ma passion et je sentais que ces derniers temps, ça n'allait pas se voir à travers l'écran et je préfère filmer en étant dans les conditions pour qu'on passe tous un agréable moment. Donc voilà. Pour cette première vidéo filmée cette année, en 2025, parce que la précédente remonte à octobre 2024 quand même, normalement le plus logique ça serait de revenir avec une vidéo au bilan de lecture de l'année. Mais étant donné que j'avais arrêté de lire et que certains titres revenaient souvent sur ma chaîne, je me suis dit que ça serait peut-être pas forcément intéressant. Par contre, quoi de mieux avec une lectrice qui n'arrête pas d'acheter des livres dès que ça ne va pas, dont aujourd'hui d'ailleurs. Vous inquiétez pas, c'est pas au point que je disparaisse à nouveau pour le moment. Eh bien, c'est de vous parler des livres que j'ai achetés et que j'aimerais lire en cette première partie de la nouvelle année. Ça va encore durer 3 plombes comme vidéo et j'espère que la qualité sera potable parce que franchement, en ce moment, le temps est horrible. Mais bref, n'hésitez pas à me dire si vous avez également craqué pour ces titres, si vous en avez lu certains. Je vais essayer de faire vite quand même parce que j'ai fait une sélection de 10 romans. C'est pas forcément ceux dont vous allez avoir tout de suite mes retours dans les prochaines vidéos. Faut savoir que là, c'est vraiment ceux qui me donnent envie parfois entre temps. Je m'avance un peu dans mes projections quand je choisis mes lectures. C'est rarement ce que je vais vraiment lire et j'en ai plusieurs en cours actuellement, donc vraiment ils me donnent énormément envie et il y en a sûrement certains que vous allez retrouver rapidement. Par contre, je vous promets pas que ce sera tout de suite. Et donc voilà, on va commencer. Petit aparté, est-ce que vous ne trouvez pas une ressemblance? Dites oui pour me faire plaisir. Le premier n'est autre que La balade fabuleuse de Twyla et Frank, écrit par Megan Bennett et publié chez Milady. Est-ce que c'est vraiment une surprise pour vous? Je ne pense pas. Je vous ai présenté dans des vidéos précédentes la balade funèbre de Art et Merci et j'avais été super contente et touchée de voir que certains d'entre vous l'avaient lu suite à cette présentation et l'avaient autant apprécié que moi. C'est vraiment pour ce genre de choses que je crée du contenu sur les réseaux pour qu'on se retrouve et qu'on partage des découvertes ensemble. Et donc celui-ci était une évidence. Sachant que pour tout vous dire, je l'ai acheté lorsque j'allais vraiment pas bien. J'étais à la librairie et j'avais totalement oublié qu'il devait bientôt sortir. Et c'était le seul dans le rayon. C'était pas du tout prévu. Je suis repartie avec. Et voici l'une des lectures que j'ai le plus hâte de lire. Sauf que j'ai tellement hâte que j'ose pas me lancer. Pour vous expliquer un petit peu, on suit cette fois-ci les personnages de Twyla et Frank. Il me semble qu'ils sont rapidement évoqués dans La balade funèbre de Art et Merci. Alors ce sont des livres qui peuvent se lire indépendamment les uns des autres. Ils sont dans le même univers, même si d'après ce que j'ai compris avec le résumé, ça se passe quand même suite aux événements précédents. À vous de voir ce que vous voulez faire, sachant qu'on n'est pas du tout sur le même plan, parce que avec Art et Merci, on était sur une relation assez conflictuelle au départ. Ce sont deux individus qui ne s'appréciaient pas beaucoup. J'irai pas jusqu'à dire que c'était un enemies to lovers, mais c'était génial vraiment, avec une relation épistolaire, tout ça. Sauf qu'ici, on est avec un friends to lovers. Je vous préviens parce que je sais qu'il y a des gens qui n'apprécient pas. Moi j'adore faire des découvertes, donc j'ai pas vraiment d'a priori, à part les trucs chelous type demi-frère, demi-sœur. Je trouve le concept un peu spécial. Ici, ce n'est pas le cas du tout. Twyla et Frank se connaissent de longue date et ce que j'aime beaucoup avec Megan Bennett, c'est qu'elle nous propose des personnages qui sortent des normes, des couples typiques qu'on peut rencontrer quand on lit de la romance. Surtout qu'on n'est pas dans de la romance contemporaine, on est ici sur une comédie romantique magique.
Cette fois-ci, Twyla et Frank sont tous les deux rangers, comme Art. Et forcément, depuis le tome 1, le travail est devenu assez paisible jusqu'au jour où il tombe sur un corps recouvert de paillettes et que Frank devienne le père adoptif d'un bébé dragon. De son côté, Twyla est une maman célibataire qui est veuve. Pour revenir à cette fameuse découverte, ils vont donc se lancer dans l'enquête qui va pas mal se compliquer au fur et à mesure de notre récit. Et on a également leur relation qui va évoluer. J'ai envie de voir ce que ça donne lorsqu'il n'y a pas cet enjeu de discorde entre nos deux personnages. Je suis très intriguée. Je vous montre à quoi ressemble cette beauté. Bon, j'ai forcément un regret pour le fait qu'on n'ait pas le creux comme pour le tome 1, mais j'imagine que c'est assez coûteux à réaliser. Et j'adore la couleur. Vraiment, il est trop beau. Je suis en train de regarder si c'est l'inverse sur le premier, mais c'est pas le cas. La citation dit « Que ferais-je sans toi? Tu ne survivrais pas, c'est évident. » Il plaisantait, mais pour Twyla, c'était la vérité. Et vous pouvez retrouver le petit jaspage métallique. Donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous allez vous le procurer. Dans tous les cas, je vous en ferai un retour. Et puis franchement, ça se lit tout seul. J'avais tout simplement adoré la balade funèbre de Art et Merci en plus. Celui-ci m'a l'air un petit peu plus perché. À voir ce que ça donne. Ensuite, on est sur un tome 1 que j'avais pas du tout prévu d'acheter, comme d'habitude, que je vais essayer d'ouvrir en votre présence. Je l'ai trouvé tout simplement magnifique. J'adore le style de la couverture et le fait qu'on ait un jaspage, c'est un très beau brochet. C'est donc Le Chant de la Reine Corbeau de Isabelle Lozac, je ne sais pas si je le prononce bien. C'est le tome 1 de La Guerre des Ombres et c'est publié dans la collection Lost Kingdom de chez Bookmark. Cool, l'ouverture est déjà pas mal ouverte. Ouais. Vraiment, les livres Bookmark depuis peut-être 2 ans, je sais plus exactement, sont juste magnifiques. Regardez-moi cette beauté. Oh, il est trop beau. Du coup, sans le plastique, il est mat, comme ceci. Les dorures sont toujours incroyables et vraiment, elles ne craignent pas chez eux. Et je vous dis pas ça pour une question de partenaire, pas partenaire, je ne suis plus partenaire. Le fait est que j'adore les titres qui sont proposés par cette ME et vraiment là le travail, il est mis sublime. Je suis juste trop fan. Et comme d'habitude, regardez-moi ça. Il y a des illustrations. Alors celui-ci, je vous avoue que... de toute façon c'est le cas pour tous, hein, c'est le concept de la vidéo. Mais j'ai trop envie de le lire. On est sur à peu près 400 pages et je trouve que l'édition est vraiment originale. Regardez, même dans le bloc de texte du résumé de la 4e de couverture, oh, j'adore. D'après ce que j'ai compris, nous suivons Vassilia qui est la seule survivante de la famille royale les Séressiels d'Émérite. Elle doit donc monter sur un trône qui ne lui a jamais été destiné. Elle est prête à tout pour retrouver les coupables et se venger, mais devenir reine implique de se marier. Elle jette donc son dévolu sur Adrien Sandrecoeur, un noble érudit qu'elle pense faible et manipulable. Étant donné qu'à cause de ça, il est contraint d'abandonner ses rêves et ses objectifs, il l'épouse, la haine au cœur. Sauf que la cour des mérites est un endroit dangereux et face aux intrigues et aux secrets, ils pourraient bien trouver l'un chez l'autre un allié inespéré. Surtout au cœur de l'hiver, alors que de très vieux chants réapparaissent, que d'antiques monstres s'éveillent et que les erreurs de leurs ancêtres reviennent les hanter. À quoi seriez-vous prêts pour garder le pouvoir? Typiquement, ce que j'aime lire, voilà, ça me hype totalement. J'ai pas prévenu pour ce qui est des tranches d'âge. Pour moi, c'est forcément un public plutôt mature pour le livre précédent. Et pour celui-ci, je n'en sais rien non plus. Je vais regarder si on a des avertissements au début du livre. Je suis pas tombée dessus, par contre, on a des explications. Par exemple, ici, les 5 familles. Donc pareil, je ne sais pas du tout ce qu'il en est. Je vous invite à faire vos recherches de votre côté si jamais ça vous intéresse. En tout cas, voilà, très intriguée. Ensuite, et cette fois-ci, je ne pense pas dire de bêtises en le qualifiant de young adulte. On continue avec Powerless. Et celui-ci, je l'ai vu, mais pendant mon absence et avant dans la version anglaise. Mais c'est vraiment un truc de fou. Donc celui-ci, j'aimerais le lire dans la vidéo que j'avais commencé à vous préparer, mais qui avait totalement été laissée en pause sur les livres populaires de la sphère littéraire. Du coup, j'aimerais le découvrir avec vous. Pour Powerless, ce que j'ai entendu dire, c'est que c'est un mélange entre Hunger Games
et Red Queen, et il me semble vous avoir déjà dit que j'avais lu quasiment la totalité de la série Red Queen. En gros j'ai lu les 4 tomes mais j'ai pas lu tout ce qui est nouvelles ou séquelles ou je sais pas exactement de quoi il en retourne. En tout cas je pourrais vous donner mon avis là-dessus, je vais pouvoir vous dire si c'est vraiment trop flagrant parce que ce que j'ai vu dans les avis qui étaient plutôt mitigés voire assez déçus, c'était ce point là, le fait que ce soit trop ressemblant, il y avait beaucoup de trop. Et donc parlons du résumé. Il est question d'êtres extraordinaires qui ont leur place au royaume d'Ilia. Ce sont les seuls qui disposent d'un pouvoir et qui ont donc le droit de vivre. Notre personnage, Pidin, alors là je suis pas du tout sûre de dire le nom correctement, fait partie des ordinaires, chassés et tués pour préserver cette société d'élite. Son existence même est un crime. Pour survivre, Pidin se prétend médium et mène une vie de voleuse dans les bas-fonds. Elle parvient à faire profil bas jusqu'au jour où elle sauve sans le savoir l'un des princes d'Ilia. Elle est alors choisie pour les épreuves de la purge, une compétition brutale censée mettre en valeur les pouvoirs des élites dont elle est entièrement dépourvue. Si les épreuves ne la tuent pas, le prince Kai le fera lui-même lorsqu'il découvrira ce qu'elle est. Il est le futur exécuteur, le bourreau des innocents, le chasseur d'ordinaire. Elle est la menace qu'il est chargé d'anéantir, tomber amoureux et peut-être ce qui pourrait leur arriver de pire. Donc, pourquoi pas? Franchement, pourquoi pas? Normalement, j'anticipe à peu près mon niveau d'appréciation d'une lecture. Là, je vous avoue, je ne sais plus du tout par rapport à tout ce que j'ai pu voir. Ceux qui me suivent déjà, vous savez que ça ne va pas m'influencer, mais du coup, ça me rend très curieuse de faire mon propre avis sur cette lecture. En faisant une petite aparté, j'ai regardé tous les livres du magasin pour prendre le moins abîmé parce que c'est l'espèce de matière qu'on a parfois sur certains reliés qui rien qu'avec un frottement se blanchit. Je l'ai fait tomber. Vous avez bien entendu, je l'ai fait tomber. Donc pour vous montrer à quoi il ressemble à ceci. Il a un joli jaspage comme ça, fleuri. Les hand papers sont les mêmes au début et à la fin. Et voilà, sans la jaquette, il est comme ça. Et moi, je sais pas si ça va être flagrant ou non, mais bon, c'est blanchi ici et ici. En fait, on dirait que je l'ai déjà lu. Voilà, on dirait qu'il est déjà usé par la lecture, mais c'est pas du tout le cas. Voici la carte. Je ne sais plus s'il est déjà disponible en brochet. En tout cas, j'ai vu qu'il parlait déjà de sortir la petite suite. Je sais plus comment ça s'appelait. Bref, et elle va être proposée dans les 2 versions. Donc pour ça, je ne l'achèterai qu'une fois. Ça se trouve, je m'avance, hein, me connaissant. Mais je vais quand même essayer de le lire avant de voir si j'achète cette fameuse petite suite. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez déjà lu en commentaire. Ensuite, rien à voir et vous me connaissez, je n'aime pas du tout investir dans les livres de romance contemporaine grand format. Voilà, c'est pas mon délire. Étant donné que souvent, quand je lis de la romance, c'est pour un petit peu souffler entre 2 lectures plus complexes. Ce que je préfère, c'est que ce soit des formats poche ou des formats numériques parce que j'aime investir dans les beaux livres de fantasy. Mais là j'ai été très intriguée et le livre vient de sortir. J'ai donc pris Before Storm, le tome 1, Le Candidat, écrit par Emily X et publié chez Collection et H il me semble, un truc comme ça. Il y a des trigger warnings, il y a 3 flammes, donc il doit y avoir un certain niveau de smut. Mais c'est pas pour ça que je l'ai pris. Je l'ai pris parce que c'est une romance qui se déroule dans un contexte politique. J'étais hyper intriguée, je vais vous parler du résumé juste après, hein. Et que en plus, Emily X est une autrice noire et qu'on est... Vous avez retenu? Le Black History Month. D'où le fait que ça serait même super bien que je le lise maintenant. Mais j'en ai parlé à une copine qui avait plutôt prévu de se le prendre le mois prochain et qui voulait faire une lecture commune sur celui-ci, puisque elle aussi, le délire de parler de politique, ça l'a intriguée. Donc je ne sais pas si vous aurez un retour tout de suite, mais il m'a tellement donné envie. En vrai, j'ai un doute. Est-ce que je vais réussir à me retenir? Et figurez-vous qu'on est sur 700 pages, c'est donc une bonne brique. Mais je vais arrêter de blablater, parlons du résumé. Pourra-t-elle survivre à la tempête Storm? Nous suivons le personnage de Juliette Hildegarde, qui est l'arme secrète de Chéré et associée à un cabinet parisien de lanceurs d'alerte chargé de réunir des preuves et des témoins pour détruire la réputation de personnalités corrompues. Redoutable et méthodique, Juliette n'a jamais laissé ses émotions interférer dans son travail, jusqu'à ce qu'elle croise le chemin de sa nouvelle cible, Damon Storm. Donc déjà, j'ai 2 commentaires à faire. Sachant que c'est un livre qui se déroule en France, écrit par une Française, ça m'étonne qu'il s'appelle Before Storm, que le titre soit en anglais, et également que Damon, enfin moi je dirais Damon mais je sais pas comment ça se prononce,
s'appelle Damon Storm. Voilà, je suis un peu surprise, mais bon, pourquoi pas. Favori dans la course de la présidence, Damon est aussi brillant que séduisant. Dès leur première rencontre, un jeu de pouvoir intense et troublant s'installe entre eux, mettant à mal les certitudes de Juliette. Il semble jouer avec ses propres règles, la défiant à chaque étape. Les gens censés fuient la tempête, mais elle ne peut s'empêcher de le désirer. Dans cette bataille où se mêlent pouvoir et passion, Juliette se retrouve face à un adversaire qui pourrait bien faire tomber toutes ses défenses. Et le résumé me hype de fou, ça me fait un peu penser à Scandale. Bon, c'est pas tout à fait la même chose, vous l'aurez compris. Je suis hyper intriguée et quand même, pour une fois, je salue le livre. Voilà, il est plutôt joli. Plutôt hâte de tenter cette lecture, je vous en dirai des nouvelles. J'ai vu que des 5 sur 5 et des gens un petit peu plus mitigés. C'est vrai que la politique, ça doit pas forcément parler à tout le monde, mais je sens... Enfin, je trouve, surtout, ça sort du lot par rapport au roman style mafia ou alors... demi-frères et sœurs, comme je vous l'ai dit plutôt dans la vidéo. Enfin, c'est pas mon délire tout ça. Moi, j'aime bien les trucs soit très doudou, soit voilà, qui se démarquent dans ce style. Ensuite, je vous avais parlé du fait que j'étais pas forcément toujours à l'aise avec la maison d'édition Korrigan par rapport à certaines sorties, tout ça. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, il y a eu un changement. Et donc, il y a au moins 2 livres que j'ai achetés. Je vais peut-être pas vous présenter les 2, mais j'ai envie de vous présenter celui-ci parce que c'est tout simplement ce que j'aurais aimé écrire. Alors, je parle pas de l'histoire, je l'ai pas encore lu, hein, mais je veux dire la thématique. Si j'avais la foi d'écrire un livre. La Tour des Immortels, écrit par Orlan Grey, qui s'inspire donc de la mythologie égyptienne. Et c'est typiquement ce que je ferais si j'étais autrice. Ce n'est pas le cas, donc je vais lire ceux des autres. Et quand j'ai vu ça, j'étais hyper hypée, surtout qu'on parle d'une autrice francophone. Donc normalement, il devrait pas y avoir de soucis par rapport à la traduction, n'est-ce pas? Et voici à quoi ressemble la version reliée. Je vous avoue que j'ai terriblement hésité avec la version brochée. Je trouve la couverture magnifique. Je vais vous montrer à quoi elle ressemble puisque c'est le verso de la jaquette. Et voilà, je le trouvais très beau. Mais étant donné qu'on a l'illustration sur le verso, autant prendre le relié qui est en édition limitée. Before Storm, je vous parle du fait qu'il y ait 3 flammes, je vous dis même pas que du coup c'est pour un public averti. Mais la plupart des livres que je vais vous présenter c'est le cas. Voici le verso qui est sublime. Je sais pas ce que vous voyez là, ça se trouve j'ai rien montré du tout. Sous la jaquette, il est comme ceci. Il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre sur tous les livres, il n'y a pas de titre juste sur le mien. No comment. Franchement, ça m'étonne même pas. Est-ce que c'est normal qu'il n'y ait rien là aussi? Je ne sais pas. Bref, les pages de garde. Et il est écrit que nous sommes sur une fantaisie adulte, donc voilà, public majeur et averti. Pour ce qui est du résumé, nous suivons le personnage de Jaï, qui est la première femme du royaume de Kanuria à avoir accédé au pouvoir suprême en devenant reine. Mais depuis qu'elle a aboli l'esclavage et rompu avec des siècles de tradition, elle doit lutter pour assurer sa position. Et l'hostilité des hommes n'est pas le seul obstacle. Un mystérieux fléau s'est abattu sur la capitale et des monstres sanguinaires jaillissent des cryptes pour attaquer ses citoyens. Pourtant, la rumeur enfle. Les dieux puniraient-ils le royaume pour avoir une reine à sa tête? Au même moment, Ramsès, l'ancien amant de Jaï, surgit des ombres après des années d'exil. Avec ses beaux yeux de jade, il provoque chez elle un désir brûlant autant qu'une colère incandescente. Pourtant, il semble vouloir mettre sa puissante magie à son service. Sa dévotion est-elle sincère ou cherche-t-il aussi à la manipuler? Complot, ténèbres et convoitise, une reine du désert au cœur de glace. Donc je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, surtout que là c'est très récent, il est sorti la semaine prochaine, bah non la semaine dernière. Il est sorti la semaine dernière, le jour où je tourne cette vidéo. À vous de me dire si jamais vous êtes déjà lancé dans cette lecture. Je me répète, peut-être c'est un one shot, donc why not, pourquoi pas en ce début d'année. Sachant que normalement ici c'est censé être 100% mes goûts. À voir. Ensuite, et celui-ci c'est l'une de mes lectures en cours ces derniers temps, D'eau de sang de Estée Gibson, publié chez Sabran. Attention, public majeur et averti, il y a de nombreux trigger warnings étant donné qu'on est sur en vrai
des abus de toutes sortes. Je dirais que c'est l'histoire de l'une des amantes de Dracula, si j'ai bien compris. Pour vous donner la citation, il est écrit « Ceci est la dernière lettre d'amour que je vous écris, même si certains y verront plutôt une confession. » Nous suivons donc le personnage de Constanta qui a été arrachée aux griffes de la mort par un mystérieux inconnu. Elle devient donc en un instant l'épouse d'un immortel qui lui offre le baiser éternel du vampire. Rien dans sa courte vie ne l'avait préparé à l'intensité de l'amour qui naît alors entre eux. Ensemble, ils vont traverser les époques et goûter aux plus grands délices du monde. Mais bien qu'ils soient tous deux insensibles au passage du temps, les sentiments de Constanta vont quant à eux être peu à peu souillés par le doute. Est-elle vraiment maîtresse de son destin? Pour retrouver sa liberté, elle devra oser le plus grand des sacrifices. Et j'ai particulièrement envie de vous lire ce mot qui est en début de livre de l'autrice. À celles et ceux qui ont échappé à un amour semblable à la mort et à celles et ceux qui sont encore pris dans ses filets, vous êtes les héroïnes et les héros de cette histoire. J'ai trouvé ça super beau et attention à vous hein, parce que vraiment il est question de grosses manipulations, il y a pas mal d'avertissements de contenu, c'est plutôt sanglant, hein, on est dans un contexte vampirique en plus, mais vraiment le peu que j'ai lu pour le moment, je crois que j'étais à la page, je vais vous dire ça tout de suite, à la page 61. J'adore la plume, j'adore le fait que ce soit comme lire des entrées de son journal intime, c'est-à-dire que parfois elle va parler de choses qui ont dû se passer très récemment dans sa vie au moment où elle écrit, et à d'autres moments elle va parler de choses qui se sont passées au début de sa nouvelle vie vampirique. Et à d'autres moments, on va avoir des choses qui sont plutôt de l'ordre du flashback. Elle va parfois parler d'événements dont elle n'a plus forcément la même perception en comparant avec celle qu'elle devait avoir au moment T. Et je trouve ça assez beau parce que c'est ce que j'aime avec l'écriture de l'imaginaire. On peut faire passer des messages, on peut faire évoluer des personnes sur leur situation dans un contexte imaginaire accompagné de tout ce qui va avec en termes de magie ou non. Mais je veux dire que c'est une façon d'ouvrir les yeux sur certaines choses. Et voilà ce que je peux vous en dire pour le moment. Mais de toute façon, je vous en ferai un retour dans une vidéo bilan. Je sens que ça va être une très très bonne lecture. Après, j'en ai d'autres en parallèle parce que je vous avoue que lire de la romance pour moi en ce moment, je vous montre quand même à quoi ressemble l'objet livre. Il est très beau. La jaquette est comme ceci. Je sais pas pourquoi c'est blanc au milieu. Les pages de garde et le jaspage. Comme vous pouvez le voir, il est très court, il fait moins de 300 pages, je sais même pas s'il en fait 250. Ensuite, un livre que j'avais pas du tout prévu d'acheter. Half Sick of Shadows de Laura Sebastian, publié chez Calix. Et oui, j'avais pas du tout prévu de l'acheter parce que je suis pas du tout à jour dans mes lectures Calix. Sauf que j'ai lu le résumé. Et c'était le même jour en fait que le tome 2 des balades là. Et en fait... réécriture de légende arthurienne et vous me connaissez avec ça, sauf qu'ici il y a un petit twist, j'ai vraiment bien aimé, c'est que nous suivons le personnage de Hélène de Chalotte qui peut voir l'avenir et justement qu'est-ce qu'elle a vu? Eh bien l'histoire que nous connaissons. Arthur qui va se marier à Guenièvre, qui le trahit avec Lancelot, et Morgane qui va se retourner contre eux. Et le truc c'est qu'Hélène est amie avec eux et déterminée à changer leur futur. Donc voilà, j'ai trop aimé le résumé. Là je vous ai fait un résumé du résumé hein, bien sûr. Mais hyper intriguant, je trouve que la couverture est très belle. Je suis un peu moins fan du jaspage, les parties comme ceci. En soi le livre est très beau et je trouve que les calix sont agréables à lire. Même s'il y a le petit souci des matières qui blanchissent aussi. Je sais pas du tout s'il existe une version brochée de celui-ci. J'ai pas l'impression de l'avoir vu en tout cas quand j'étais en librairie. Mais je vous en ferai un retour, il me semble qu'il fait un petit peu moins de 600 pages, c'est un bon pavé aussi. Mais voilà, le résumé m'a beaucoup hypé et c'est pour ça que j'ai craqué. Je sais pas si ça vous a hypé la façon dont je l'ai présenté, c'était très concis. Mais limite, c'est bien de rester un petit peu dans le mystère, non? On va rester chez Calix avec une lecture vraiment, c'est pas une surprise si vous avez pu voir ma vidéo précédente. The Shadow Cabinet de Juno Dawson, qui est la suite de The Royal Coven, bien sûr. J'étais outrée de la fin, je vous l'avais dit, je voulais le 2. Je voulais absolument le 2. Donc super contente de l'avoir enfin. Il me semble qu'il y a au moins 3 tomes et un séquel, si je dis pas de bêtises. Un séquel, c'est bien ce qui se passe avant, hein. Non, c'est un préquel. Un préquel qui se passe
Durant, vous allez comprendre si vous lisez le livre. Il me semble qu'il y a question de la reine Elisabeth d'Angleterre. Si je dis pas de bêtises, hein, vraiment si je dis pas de bêtises. Et bref, on s'en fiche là, on se concentre sur le tome 2. Je vais pas vous faire de résumé, bien sûr, ça ne sert à rien. Regardez comme il est beau. Je suis trop contente. J'adore les pages de garde. Alors pour tout vous dire, grosse question dans ma tête là. J'espère avoir les réponses. J'ai trop un espoir. J'ai des attentes, hein, j'ai vraiment des attentes pour ce tome. Mais c'est pas possible que ça se réalise. Et je me dis, je vais tellement, mais tellement rager. Mais c'est là qu'on voit que c'est du génie. C'est du génie parce que quand on lit, le but c'est que l'auteur ou l'autrice nous fasse ressentir des choses. Et là, je me dis que l'autrice, à tous les coups, elle va me stresser. Voilà, elle va me stresser. En plus, j'ai vraiment la sensation, et je pense pas halluciner, qu'il est plus gros que le 1. J'espère qu'on va tellement pas attendre pendant 3 ans la sortie du 3. Oh, bref, voilà. Ça sera peut-être pas ma première suite de l'année puisqu'il y a celui que je vous ai présenté plus tôt. Mais en fait, j'ose pas le lire à cause de l'attente du 3. Tout simplement. Ensuite, comme vous le savez, sur cette chaîne, nous sommes plutôt clientes d'Anatrice. C'est donc Divine Darkness que j'ai acheté, le tome 1, que j'ai galéré à trouver, hein, ça je vous le dis. Une offrande de chair et de sang qui est publiée chez Hugo Roman dans la collection Romantasy, mais d'après ce que j'ai compris, c'est une romantasy sombre. On va pas dire non plus que c'est une dark romantasy. Je n'ai vu que de bons avis, donc j'ai envie de faire mon propre retour également. Au niveau du résumé, une offrande de chair et de sang destinée aux plus dangereux des dieux. Nous suivons Danae, qui est une fougueuse princesse rebelle du royaume souterrain réservé aux humains hérétiques. Je vais bugger là, il y a trop de mots qui me donnent envie de bugger. Contre et régie par les Phaedras, de puissantes divinités aussi vénérées que redoutées. Sun, dieu de la lumière, décide de se marier. Contre toute attente, il choisit pour épouse Danae. Or, son frère ennemi, Night, dieu des ténèbres, vient contrarier ce projet en séquestrant sa fiancée. Ouh! Là, sachez que le tournage de cette vidéo est catastrophique et je vais commencer à être un petit peu moins concentrée. Night pose à sa captive un ultimatum visant à déclencher une guerre contre Sun. Pour éviter la destruction de son peuple par le dieu, la jeune femme accepte de jouer le rôle de sa maîtresse en public et d'intégrer la cour impitoyable des elfes de nuit, vampires et loups-garous, qui dirige d'une poigne de fer. Au cœur du royaume obscur qui respire le mystère et le vice, auprès d'un Phaédra cruel dont les ténèbres divines la fascinent, à son insu, Danae devra affûter son instinct de survie, son courage ainsi que toutes les armes à sa portée. Voici ce qu'il en est pour le résumé. Typiquement ce qu'on aime, à voir ce que ça donne. Attention aux triggers, c'est vraiment pour un public majeur et averti. Et je suis hyper intriguée, sachant qu'apparemment on a absolument envie d'avoir la suite une fois qu'on commence. Je commencerai en anticipant qu'il faut que j'évite de faire des craquages pas prévus pour pouvoir me procurer les suites. Je vais même pas attendre de voir si ça va sortir en poche un jour, donc voilà. N'hésitez pas à me dire pour ceux qui le possèdent, qui l'ont lu, ce que ça a donné de votre côté. Et pour terminer, le dernier livre que je présenterai dans cette vidéo est vraiment en dehors d'une inspiration de la mythologie égyptienne, c'est typiquement le style d'histoire que j'adorerais écrire également, Longue vie au mal. C'est écrit par Sarah Rees Brennan et publié chez chez les éditions Corrigan, et j'adore la couverture que je trouve juste sublime. Là c'est la jaquette, hein. Bon, bien sûr, comme d'habitude, le jaspage n'est pas du tout assorti au livre, sauf celui de tout à l'heure, ça a fonctionné bien ensemble, mais très souvent je trouve que les Corrigan, c'est pas vraiment connectés, ils sont pas concentrés quand ils font le jaspage et la couverture. Et donc au niveau des pages de garde, c'est comme ceci. Et sous la jaquette, on a le verso, c'est la couverture de la version brochée. Et au niveau des dorures, il est très beau. Là, on a un titre. Et au dos, il est également très beau. Et donc, pourquoi je vous dis que c'est typiquement mon type d'histoire? Un petit peu comme quand je vous présentais les danmé écrits par Motion Tungshu. On est sur une histoire de réincarnation. Alors qu'elle se bat contre une grave maladie, Rae ne trouve du réconfort que lorsque sa sœur lui fait la lecture de son roman préféré de fantasy,
Un jour, sachant qu'elle va bientôt mourir, on lui propose un marché. Elle pourra continuer à vivre, mais dans l'univers parallèle de son livre préféré. La jeune femme se réveille alors dans un royaume en guerre, un monde de magie et de monstres, d'intrigues et de complots, et surtout, il y a son personnage de fiction favori, l'empereur, qui est incroyablement séduisant. Mais Rae ne s'attendait pas à être dans la peau de la méchante de l'histoire. Elle fait contre mauvaise fortune bon cœur, et sous sa direction maléfique, les méchants s'unissent, suscitant la fureur du bel empereur. Rae endosse son nouveau rôle bien plus facilement que prévu. Elle n'hésitera pas à mettre le monde à genoux pour essayer de changer son destin. Voilà pourquoi je vous disais que ça aurait pu typiquement être aussi le type d'histoire que j'aimerais écrire, si je voulais écrire. J'ai vu de très bons retours également. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. J'ai hâte. J'ai vraiment hâte, mais j'ai envie de terminer ce que je m'étais prévu dans ma tête. C'est entre moi et moi-même, et donc voilà. Parce que je vous avoue que pour le moment, le fait que ce soit une petite brique, je redoute un petit peu, mais pareil, c'est un craquage que j'ai fait lorsque j'avais pas trop le moral. Et étant donné que j'adore le résumé, j'ai vraiment beaucoup d'attentes, j'espère que je ne serai pas déçue quoi, et voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là-dessus pour le moment, ça fait déjà pas mal 10 livres. Dire qu'il y a une époque où j'en lisais 15 par mois tellement j'étais à fond dedans, mais je travaillais pas, voilà. C'était ça le secret aussi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également me retrouver sur mes autres réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Et nous, on se dit à la prochaine. Salut!